Je sais pas pour toi, mais moi je fais au moins une bonne crise existentielle par année. Il y a un moment où tout perd un peu son sens, je remets ma vie au complet en question et j'ai juste envie de tout lâcher. Quand ça arrive, j'ai un réflexe très précis. Je relance Naruto. C'est pas une blague, je le fais encore en 2026. Je pense au Bruce Lee le plus fourni du sourcil de l'histoire de l'animation, un peu trop intense pour son propre bien. Je souris, je me retrousse les manches, puis je repars. Je dis pas ça comme un truc de psychologie pop du genre souris devant le miroir chaque matin et la vie va s'arranger. Naruto m'a vraiment donné des outils concrets que j'utilise encore aujourd'hui. Ok, regardez juste Rock Lee et Might Guy Ali. Deux gars sans talent naturel qui compensent avec leur travail acharné. Ils sont énergisants juste à regarder, mais je reprends même leur méthode parfois. Leur idée c'est juste de se lancer des défis à la chaîne pour avancer. Si je réussis pas à faire 500 push-ups, je fais 500 squats. Si j'y arrive pas, 500 tours du village en marchant sur mes mains, etc., etc. Et c'est intense et absurde, exactement comme eux. Et c'est ce qui fait leur charme. Leur mentalité, c'est que l'échec n'existe pas vraiment. Si tu rates, tu passes à autre chose qui te fait avancer. T'as pas l'option d'abandonner. Depuis que j'ai intégré ça, je procrastine un peu moins. Je suis pas devenu moine tibétain du jour au lendemain, mais c'est un exemple très concret de truc qui m'est resté. Mais si c'était juste ça, probablement que je retournerais pas à chaque année vers une série qui a commencé à être en ondes il y a presque 25 ans. Donc pour essayer de te faire comprendre pourquoi c'est une série qui a autant de fans hardcore, je vais te raconter une anecdote. C'est en fait la petite histoire de la première fois que j'ai essayé de faire écouter Naruto à ma copine. Longue histoire courte, elle a abandonné au début des examens de Chunin. J'étais triste, inconsolable. Elle trouvait ça long et elle voyait pas encore pourquoi je trouvais ça si intéressant et si important. Sauf que moi, je pouvais pas juste arrêter là. Donc j'ai continué la série de mon côté. Quelques mois plus tard, elle s'entraîne dans la même pièce que moi pendant que je regarde Naruto. Elle avait rien de mieux à faire, elle se trouve juste derrière mon écran, à moitié distraite, et elle tombe sur cette scène. Sa mâchoire à elle est tombée presque aussi fort que la bombe que Lee venait de lâcher. Et tout d'un coup, elle était accrochée. Honnêtement, au départ, c'est pas ça que je voulais lui montrer. Moi, je rêvais qu'elle voit la profondeur des personnages, les thèmes, les réflexions qui me collent encore à la peau. Mais la vérité, c'est que souvent, ce qui nous accroche en premier, c'est un moment complètement badass. Et ça, Naruto n'en manque absolument pas. Alors, si t'as jamais vu Naruto, je comprends. C'est intimidant. C'est long. On entend tout et n'importe quoi sur la série. Mais ça vaut vraiment le coup. Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer ce que tu peux en retirer, même aujourd'hui. Il n'y aura pas de gros spoiler d'intrigue, juste assez de contexte pour que tu comprennes ce qui se cache derrière ce qui ressemble au début juste à un autre shonen de baston, mais qui à mon sens n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre. Et si tu as déjà vu la série au complet, j'ai une autre vidéo où je plonge beaucoup plus loin dans l'analyse et où j'essaie de montrer comment la série tient debout autour d'un fil rouge philosophique très cohérent. Tu pourras aller la voir après. Bon, au stade où on est, la vraie question c'est qu'est-ce que tu gagnes à te lancer dans Naruto en 2026? Je pense en premier à la richesse culturelle. Même si t'es pas hyper weeb et que tu connais pas grand chose à la culture japonaise, Naruto va te plonger en plein dedans sans même que tu t'en rendes compte. L'univers est rempli de clins d'œil à la mythologie et au folklore. Par exemple, les trois ninjas légendaires Jiraiya, Tsunade, Orochimaru viennent d'une vraie histoire populaire japonaise et leurs invocations reprennent les mêmes animaux que dans le conte. Mais il y a aussi tout plein de noms techniques et de lieux qui font référence à des divinités ou des concepts religieux. T'as pas besoin de connaître tout ça pour suivre l'histoire, mais si t'es curieux, chaque détail devient un niveau de lecture en plus. Mais il y a aussi des références profondément ancrées dans la philosophie Naruto. On peut parler de quelques inspirations bouddhistes comme le sage des 6 chemins et les liens qu'on peut faire avec les 6 chemins de réincarnation, ou encore les inspirations chinoises qui se pointent le bout du nez avec un concept en théorie hindouiste, soit le chakra. Mais en réalité, Kishimoto nie s'être inspiré du mysticisme indien, mais admet que le chakra, dans son univers, a beaucoup de ressemblances au chi dans le taoïsme. En bout de ligne, il s'est peut-être surtout inspiré de Dragon Ball. Et surtout, oublions pas le yin et le yang.
Regardez simplement les designs de Naruto et Sasuke. Naruto est orange, chaleureux, en gros il représente le yang. Sasuke de son côté est habillé en bleu ou en violet, puis il a une attitude on ne peut plus froide, et il représente évidemment le yin. Ça va plus loin que ça, mais si vous voulez vous spoiler, il faudra aller voir ma vidéo d'analyse qui devrait apparaître au coin de votre écran, juste ici. Bref, il y a énormément de détails qui permettent de nous faire voir la série sous un nouveau jour. Et c'est l'une des raisons pourquoi c'est une série qu'on peut revoir et revoir encore et toujours découvrir des choses qu'on avait manquées, et ça, c'est précieux. Bon, après ça, Naruto, c'est pas juste une occasion pour faire du voyeurisme culturel, c'est aussi un genre de manuel de résilience déguisé en shonen et une histoire qui a nulle autre ambition que de nous aider à nous approcher de la paix dans le monde. Naruto est un orphelin qui a un démon emprisonné à l'intérieur de lui. Dans le passé, le démon s'est fait relâcher à plusieurs reprises et a détruit le village, réclamant en passage de nombreuses vies. Vous pouvez donc vous imaginer ce que Naruto représente pour son village. Il est rejeté par à peu près tout le monde, il vit énormément de solitude pendant les premières années de sa vie. Toute cette souffrance aurait pu, voire même aurait dû, le transformer en paria, en espèce de monstre antisocial meurtrier, mais Naruto a de la chance dans sa malchance. Non seulement a-t-il la chance d'avoir des personnes qui se soucient de lui, qui se placent dans son chemin, mais il a également la chance de voir d'autres versions de lui-même qui ont moins bien tourné. En bout de ligne, toute sa souffrance trouve un sens dans la capacité qu'elle lui donne pour avoir de l'empathie, même pour les pires personnes. Une leçon de Naruto qui m'a vraiment servi, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, c'est de voir qu'il y a toujours un humain qui se cache derrière un monstre. Que si on creuse suffisamment pour comprendre le passé de quelqu'un, soudainement on peut, sans forcément excuser les actes, à tout le moins comprendre ce qui l'a mené là. Et en bout de ligne, Naruto a un monstre en dedans de lui aussi, mais à mon sens, ce monstre-là n'est pas supposé être littéralement un monstre, c'est une représentation de la puissance dévastatrice que peut avoir notre pire version de nous-mêmes lorsqu'on se laisse avaler par la colère ou par la haine, par exemple. Et ultimement, toute l'histoire de Naruto est à propos du fait que si on veut la paix dans le monde, si on veut briser le cycle de la haine, ultimement, il faut commencer par faire la paix avec le démon qui se cache à l'intérieur de chacun de nous. Sans ça, on peut renverser des systèmes, réformer le monde tant qu'on voudra, il y aura toujours un fond de violence dans l'acte qui, au fond, n'amènera aucun vrai changement. Là, je sais, je viens de parler de philo, de trauma et de démons intérieurs pendant un bon moment. Faut se dire une chose très simple, Naruto, c'est le fun à regarder. Les combats sont dynamiques, les chorégraphies sont créatives, la musique te reste dans la tête pendant des semaines, et certaines scènes te clouent littéralement sur ta chaise. Au début, l'animation accuse un peu son âge, mais c'est aussi une des séries qui a repoussé les standards de son époque. Si t'aimes les gros combats bien animés d'aujourd'hui, tu dois beaucoup à Naruto. Cette émission-là, c'est pas comme des légumes que tu manges juste parce qu'ils sont bons pour ta santé. C'est quelque chose que tu manges parce que tu as envie de continuer d'en manger, mais qui se trouve à être bon pour ta santé en plus, dans le sens où tu réalises après coup que c'est une série qui t'a fait réfléchir profondément. Ok, supposons que maintenant tu es convaincu et que tu veux te lancer. Je te donne juste quelques conseils pour ne pas te perdre. Premier conseil. Manga ou animé. Le manga a un rythme plus rapide. T'avances, tu tournes les pages et ça file à la vitesse de l'éclair. L'animé, lui, prend plus son temps. Il adore les flashbacks. Il aime beaucoup te remontrer les mêmes souvenirs sous des angles différents. Est-ce que ça veut dire que l'animé est pas regardable? Non, pas selon moi. Il y a des épisodes d'animation qui sont parmi les plus marquants du shonen et la musique amplifie énormément certaines scènes. Mais si tu es du genre impatient, tu vas peut-être préférer le manga. Deuxième conseil, les fillers. L'anime a vraiment beaucoup d'épisodes qui ne viennent pas du manga et qui ne font pas avancer l'histoire principale. Le mieux, c'est de chercher un filler guide en ligne et de les sauter. À mon avis, pour une première écoute, il n'y a absolument aucun filler qui est indispensable. Ton temps est précieux, va à l'essentiel, écoute qu'est-ce qui est canon. Troisième conseil, la langue. Personnellement, je recommande la version japonaise avec sous-titres ou le doublage en anglais si t'es plus à l'aise comme ça. Si t'as découvert Naruto en français et que tu es attaché aux voix, garde ta version, t'as le droit à ta nostalgie, mais moi, dès que j'entends le cercle de la haine ou les Uchiwa ou l'ermite Ponette... Un ermite?
Tout juste. Eh bien, bravo, l'ermite Ponette. Regardez ce que vous avez fait. Ce type était censé assurer ma formation. Comment je vais faire, moi, maintenant? Je décroche. Ça me sort complètement de l'univers. À toi de voir où t'es le plus confortable, mais si t'hésites, essaie au moins quelques épisodes dans une autre langue. Super, maintenant t'as une idée de ce que Naruto peut t'offrir. Si t'as jamais vu la série, honnêtement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de partir maintenant. Va vivre ça par toi-même. Quand t'auras fini, tu pourras revenir pour la vidéo d'analyse où on décortique vraiment les thèmes, les symboles, les choix d'écriture et où on regarde comment tout ça se tient ensemble. Et si t'as pas froid aux yeux et que tu veux déjà en savoir plus avant de t'engager dans une série aussi longue, tu peux aussi aller voir cette autre vidéo tout de suite, mais là ça sera à tes risques et périls au niveau spoilers. Dans tous les cas, si tu traverses une de ces fameuses crises existentielles, tu sauras au moins qu'il existe un certain ninja orange qui peut t'aider à tenir un peu plus longtemps. C'était Sagax. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine.